C'est dommage. Donc, je suis désolé de commencer par ça, parce que je voulais commencer par vous dire devenir une bonne et heureuse année. Voilà. Il fallait commencer par ça. Non, il faut taper les gens là où c'est fort. Je crois qu'il ne faut pas faire du masla. Quand il y a des vérités, il faut les dire. Le retard, c'est pas bon, c'est pas civilisé, c'est pas poli. Il faut que les gens arrêtent. C'est ça, c'est important. On n'est pas sérieux avec le retard. D'autant plus que les deux premières personnes à venir, c'est ces deux grands messieurs-là. Et le ministre Cheikh Hamidou Kane, grand écrivain, et le chef d'état-major des forces armées et ambassadeur, ces deux-là étaient là à attendre les autres. Vous croyez que c'est normal? Disons-nous la vérité. Bon, ceci étant dit, voilà, non, bon, ceci étant dit, c'est un grand plaisir d'avoir mon ami et collègue Lamine Sagna pour présenter son livre ici. Lamine n'est pas un étranger dans la maison. Il était là déjà dans une initiative glorieuse qui consistait à essayer de voir un peu, dans le cadre de ce qu'il a appelé homecoming, comment les Sénégalais installés à l'étranger pouvaient avoir ici des activités qui seraient bénéfiques pour la population. Ça a été le premier contact avec Lamine. Le deuxième contact qui me rapproche davantage de lui, c'est qu'il est dans les sciences sociales. Et évidemment, comme je crois que je me spécialise un peu dans les lettres américaines et africaines-américaines, Cornel West ne m'est pas inconnu. Et dès qu'il a dit Cornel West, je l'ai dit Race Matters. Donc voilà, Lamine, je suis très heureux que nous puissions faire ça ensemble. À nouveau, je suis djéggalu ci ñi nga xamné ñoo ñëk ñëw, ma ngi balu ak aussi ci ñi nga xamné tardé na leen attaqué wu ma leen ba leen ma ak mais nak rek ñu liggéey ensemble dal pour que affaire ñu koy gérer correctement. Merci encore d'être venu et les portes du WAC vous sont toujours ouvertes. Comme on est en retard, je m'en arrête là et je vous dis à nouveau ba leen ma ak et déwénati. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Oui, les deux. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je me présente, Fatimata Dialloba. Je suis professeure de lettres. Tout d'abord, moi je voudrais présenter mes excuses à tout le monde d'avoir été en retard, histoire de mettre tout le monde à l'aise. Djéggalu auprès des grands hommes qui sont là, que je respecte plus que tout. Et vraiment, mon retard est dû à un malentendu. Voilà. Alors, je vais commencer par vous lire un passage du livre de Lamine qui présentera Lamine par lui-même. La rédaction de ce livre, rythme, tension et souffle. J'ai commencé à écrire ce livre 10 ans après ma rencontre avec Cornel West, dans le campus universitaire isolé de Princeton. Puis, en France, j'ai choisi la campagne normande pour continuer son écriture. Pourquoi la campagne normande? Je me suis laissée guider par l'intuition. Ce qui est sûr, c'est une région, un pays qui m'inspire beaucoup. Peut-être parce que sa végétation me rappelle la verte Casamance, où je suis née, où j'ai grandi. Toujours est-il que quand je contemple la nature, mes souvenirs se reconstruisent. Habitée par les chants et couleurs de ma terre natale, pendant les pauses entre joie et mélancolie, me reviennent en boucle, mélodies des koras, les rythmes des tam-tams. Mon imaginaire est habité par une douleur indescriptible devant ce pays, ma terre natale, rongée par la vermine, assoiffée du sang des autres pour détruire, pour régner, tel un baobab obèse et repu. Vous aurez reconnu, ou non, Amadou Eliman Kane dans Les soleils de nos libertés. J'écoute les musiques de Touré Kunda qui me font penser au Djambadong et je garde espoir de ne plus voir les tristes spectacles des embarcations de fortune qui se fracassent sur les rochers rouges sang de l'Europe. Le grand brassier blanc n'a plus de sève. La mort a mis son baiser froid sur chaque souvenir. Et je me rappelle ces vers de Birago Diop. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du fleuve s'entend. Écoute dans le vent les buissons en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Je laisse les plus anciens continuer le poème, ils le connaissent par cœur. Alors je m'arrête là pour ce qui concerne la genèse de ce livre. Lamine est un ami.
un ami de très longue date. Nous nous connaissons depuis très longtemps et depuis très longtemps, ce que je sais de lui, c'est que c'est un intellectuel au vrai sens du terme. Un intellectuel, c'est celui qui s'intéresse aux problèmes de son temps, à l'actualité. Ça peut paraître paradoxal par rapport à l'intitulé de son livre, et pourtant, lorsqu'il lit Cornel West, nous lisons Lamine. Nous lisons Lamine et la pensée qu'il a par rapport au monde. C'est un livre... Alors, mes impressions de lecture peuvent paraître subjectives, mais pour moi, Lamine aborde Cornel West avec une musicalité très très forte, qui est perçue, qu'on perçoit dès les premiers livres. Son ouvrage, sur la première de couverture, on voit le blues et le jazz qui sont mélangés, ça donne le ton, la tonalité à son livre. Par la musique, on arrive à comprendre le monde, peut-être plus que par les mots. Quelquefois, les mots sont insuffisants pour tout dire. Et par la musique, ceux qui n'ont pas de voix, les invisibles, comme il le dit dans son livre, les non-étants, ceux à qui on dénie le pouvoir d'être, peuvent enfin être. Ces Noirs américains qui sont méprisés, à qui une certaine suprématie blanche refuse l'être, eh bien, ces Noirs américains parviennent, grâce au blues et au jazz, à exister et à exister bien plus que par autre chose. Alors, je ne vais pas m'étaler longuement parce que je pourrais dire beaucoup de choses sur cet ouvrage. Peut-être y reviendrons-nous tout à l'heure. Je laisse la parole à l'invité du jour afin qu'il poursuive la réflexion avec nous ensemble. Merci. Merci Kiné, merci beaucoup mon cher Ousmane. Merci de me recevoir dans ce lieu extraordinaire, en tout cas dédié à la recherche. Et je pense qu'il est très important qu'on prenne au sérieux la recherche dans ce pays, puisque la recherche scientifique surtout, c'est celle qui permet aux pays émergents d'émerger. Si on ne consacre pas beaucoup d'énergie et de budget dans la recherche, il est impossible que l'Afrique rattrape son retard ou bien, en tout cas, puisse aller dans un certain type de développement. Je suis très très ému d'avoir ici tous mes amis d'enfance avec qui j'ai fait les 400 coups, mes grands frères qui sont là, qui m'ont guidé et qui m'ont montré les voies et rassuré, qui m'ont donné, je ne peux pas citer tout le monde nommément, mais tout le monde sait comment je vous aime tous. Et ceux que je ne connais pas, j'aimerais bien les connaître après, lors de la séance de signature. Je suis très 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 ému d'avoir ici présent le général Cissé, que j'ai connu, en tout cas qui n'arrête pas de m'indiquer des voies pour pouvoir exprimer ce qu'il pense que je peux apporter pour mon continent, l'Afrique. Le général Cissé, c'est un de ces personnages qui non seulement aurait pu se limiter pour ce qu'il est, mais qui met sa réussite à la disposition de son peuple. Et de ce point de vue, c'est la grandeur. Je vous salue, général. Je salue la présence effective de l'un des plus grands intellectuels. J'ai eu l'honneur de l'inviter à Princeton, qui est mon père, qui est un des intellectuels les plus respectés au monde. Je veux parler de M. Cheikh Hamidou Kane. Merci d'être là. Et je me rappelle très bien, lors du colloque que nous avons consacré à son livre L'Aventure ambiguë, que nous avons mis en rapport avec la mondialisation, comment des universitaires qui venaient d'un peu partout des États-Unis étaient émus et très touchés par sa présence. Et surtout la présence aussi, Cornel West, il me dit de vous dire bonjour. Il vous salue très bien. Il aurait souhaité être avec moi aujourd'hui, mais ça se fera. En tout cas, il rêve de venir là. Et aussi Anthony Appiah. Anthony Appiah m'a dit de vous dire bonjour aussi. Donc, puisque tous ces gens-là, je me rappelle lorsque vous étiez venus à Princeton, ils disaient tous qu'ils avaient la chair de poule. Ce que je dois signaler ici, c'est que l'aventure ambiguë n'est pas lue simplement dans la littérature aux États-Unis, et c'est lu dans les études religieuses en sciences politiques. Et c'est pour cela que Cornel West le cite très longtemps, pendant du moins sur 2 ou 3 pages, l'œuvre de l'aventure ambiguë dans son livre Démocratie Matters, dans 2005. Donc, je suis
très heureux de présenter ici ce livre fait par les éditions Caran. Les éditions Caran, le mot Caran vient du mot, signifie étudier en mandingue, donc qui signifie apprendre. Et mon ami qui est à la porte là-bas est l'un des collaborateurs avec lesquels nous travaillons. Cette maison d'édition est installée aux États-Unis et a des ramifications en France et très prochainement au Sénégal et en Afrique en général. Voilà, aujourd'hui je viens parler de ce livre. Je voudrais montrer d'abord que je me suis intéressé à Cornel West parce que d'abord nous avons partagé beaucoup d'années ensemble, nous avons même enseigné. Et Cornel West est un personnage que Deleuze aurait appelé romantique et conceptuel, c'est-à-dire un personnage chargé d'affect qui représente en lui tout seul toute une, je peux dire toute une littérature, puisque Cornel West est dans tous les champs, les sites de vérité, comme l'aurait dit Badiou, c'est-à-dire il est dans l'art, il est dans le collectif, le politique donc militant, il est dans la science, puisque c'est un académicien, et bien sûr l'amour. Ces 4 sites de vérité sont très importants pour saisir la pensée de cet auteur-là, puisqu'il navigue entre ce qu'il appelle le Chocolate City, la ville chocolatée, ville peuplée de Noirs et de Sud-Américains, et le Vanilla City Neighborhood, c'est-à-dire les banlieues vanille, les banlieues peuplées de Blancs. Et donc, lorsqu'on connaît la géographie ou la topologie des États-Unis, on sait que la question raciale est extrêmement importante. La division entre noir et blanc est très très importante. Et d'ailleurs, dans son habillement, il est toujours habillé en noir et blanc. Et comme s'il voulait souligner cette chose-là. Mais en même temps, le noir et blanc, vous savez, comme l'aurait dit Beckett, c'est le gris. Le gris, c'est quelque chose qui permet d'être saisi et de saisir l'autre de façon plus complexe. Et je pense que ça rappelle aussi les gardiens du temple, en tout cas les lectures que j'ai des gardiens du temple. La notion de ce gris est extrêmement noble et très importante. Voilà, Cornel West, il fait une philosophie, c'est un personnage atypique, puisqu'il fait une philosophie continentale dans un monde où la philosophie est dominée par la philosophie analytique. La philosophie continentale, c'est-à-dire la philosophie européenne telle qu'on l'apprend ici, alors que la philosophie américaine étant analytique, il ne se retrouve donc pas à l'aise dans le domaine de la philosophie, d'où il enseigne dans d'autres départements comme la religion. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que d'habitude, on comprend les États-Unis par rapport à ce qu'on écrit, ce que les Européens disent sur les États-Unis, notamment Tocqueville. Alors, moi, j'aurais dit, comme le dit Kinney, j'aurais fait exactement la même chose peut-être, mais je trouvais que ce qu'il dit était plus clair et c'était une façon aussi de montrer comment sa philosophie est importante. Qu'est-ce qu'il dit, Cornel West? Il dit qu'on ne peut pas comprendre la violence aux États-Unis aujourd'hui si on ne fait pas une analyse des mythes fondateurs de l'État américain, c'est-à-dire la suprématie blanche, l'idéologie de la suprématie blanche, le mythe du cow-boy, et ensuite tout ce qui concerne la division plus ou moins raciale. Et toutes ces dimensions-là, lorsqu'on fait cette analyse-là, on comprend pourquoi ces mythes-là, en les démythologisant, en les disséquant, on arrive à pointer les dogmes qui permettent à cette violence de perdurer aux États-Unis, c'est-à-dire le dogme de l'économie de marché, le dogme du militarisme agressif et le dogme de l'autoritarisme. Ces 3 dogmes se donnent à voir dans l'économie telle qu'elle se développe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont marginalisées, tout à l'heure Kinney l'a bien souligné, des inexistants pour parler en termes philosophiques. Et ces inexistants-là, pour Cornel West, ils sont à la périphérie, mais ce qu'il y a d'intéressant, Cornel West prend la périphérie comme le centre finalement, il fait un renversement, c'est-à-dire que c'est à partir de cette périphérie qu'on peut comprendre les possibilités de l'entente sociale, les possibilités de créativité, et comment ces êtres-là qui sont considérés comme rien, et effectivement jouent sur l'économie globalement. Par exemple, les jeunes qui sont là peuvent le comprendre, lorsqu'on porte des pantalons baggy, les pantalons baggy viennent de la prison. C'est quelque chose, c'est comme les prisonniers, les pantalons qu'ils portent. Donc cette mode-là est universellement reconnue aujourd'hui. D'où la périphérie devient presque le centre. Et cette violence-là, Cornel West le montre aussi dans les types d'alliances entre les structures religieuses et le politique. C'est-à-dire que pour Cornel West, il faut faire une distinction nette
entre deux types de religions, notamment dans la religion chrétienne, le christianisme. Il y a un volet qu'il appelle le christianisme constantinien, c'est-à-dire lorsque le christianisme a fait alliance avec Constantin, l'empereur de Rome, et ce christianisme-là n'a rien à voir avec le christianisme prophétique qui serait incarné par Martin Luther King d'ailleurs. Et je pense que ce qu'il dit sur le christianisme peut être retrouvé dans l'islam. En tout cas, ça se retrouve dans toutes les religions selon lui, dans le judaïsme et dans l'islam. Il y a un islam impérial qui veut dominer un islam prophétique. Et je pense que nous autres au Sénégal, on a bénéficié de l'islam prophétique en général. Quelle est la différence? C'est que l'islam ou le christianisme constantinien cherche le pouvoir, la domination, en tout cas, tout ce qui concerne il ne fait rien contre l'injustice. Alors que l'islam prophétique ou le catholisme ou le christianisme prophétique, tel qu'il est incarné par Martin Luther King, c'est la recherche de la paix, de la justice et de l'amour. Donc ces deux volets dans les religions ne sont pas à confondre. Et ce qui ramène au notre débat chez Cornel West, c'est que lorsqu'on s'interroge, lorsqu'on tient compte de la dimension prophétique des religions, la question de la laïcité ne peut ne pas être problématique, puisque Martin Luther King, par exemple, il était aussi tolérant avec les non-chrétiens qu'avec les chrétiens. Et dans la dimension prophétique, on a toujours de la tolérance pour autrui. Et donc, c'est dans cela qu'il convoque et qu'il parle d'un certain nombre d'auteurs, dont Cheikh Hamidou Kane ici présent, lorsqu'il dit, Cornel West, la quête islamique d'une identité moderne de ces auteurs se situe entre le vendredi saint et Pâques, entre un passé de profondes blessures impériales et une résurrection attendue. Il dit, comme l'écrit Cheikh Hamidou Kane, à propos de la scolarisation occidentale en Afrique traditionnelle musulmane, la nouvelle école partage les caractéristiques du canon et de l'aimant. Du canon, elle tire son efficacité comme arme de combat. De l'aimant, l'école a la force d'attraction. Elle est liée à un ordre nouveau, comme une pierre magnétique est liée à un champ. Le renversement de la vie de l'homme dans ce nouvel ordre est comparable à l'inversion de certaines lois physiques dans un champ magnétique. Vous voyez donc l'importance de comment il y a un lien entre le renversement de ce qui se produit sur le social et ce qui se déroule aujourd'hui dans la globalisation avec les sciences et technologies. Donc, Cornel West, sur le plan de la violence et de la religion, fait ces analyses-là, mais il ne s'arrête pas là. Il essaie de voir comment il peut y avoir de l'entente sociale. Cornel West, après le 11 septembre, il disait que la nation américaine a le blues, donc la nation doit s'inspirer du peuple du blues. C'est-à-dire quoi? Il dit souvent, quand j'ai le blues, je chante le blues. Et c'est vrai qu'en Afrique ici, lorsque nous avons des difficultés, souvent on chante notre difficulté. Et c'est une façon de dépasser. Pourquoi le blues est important? Puisque une nation qui a le blues, c'est-à-dire c'est une nation qui a subi la catastrophe. Et cette catastrophe-là du 11 septembre, au lieu de rester dans un cycle de vengeance, comme l'avait fait Bush, il invitait à ce qu'on essaie de sortir de ça, puisque le peuple afro-américain, le peuple du blues, a toujours été victime d'une violence gratuite, et que le peuple du blues non seulement n'est pas rentré dans le cycle de vengeance et de revanche, ce peuple a invité son adversaire à célébrer dans la joie et en tout cas à dépasser la situation. Donc la notion de blues ici est fondamentale. Et la rythmique du blues dont il parle, c'est une rythmique à contre-temps. C'est ça que je retire comme travail sur cette œuvre-là et qui a plu aussi à quelques philosophes, en France en particulier. C'est la notion de contre-temps, parce que la notion de contre-temps n'a jamais été utilisée pratiquement dans les sciences sociales et la philosophie, puisqu'on pense souvent au temps tel qu'on nous en parle, c'est-à-dire lié toujours à l'espace. Et le contre-temps, c'est quoi? Le contre-temps, c'est d'abord, il y a toujours le temps fort et des temps faibles. Et les temps faibles deviennent des temps forts. Et le contre-temps, par exemple, lorsqu'on danse dans les musiques africaines, on danse souvent en l'air, on saute, etc. Cela veut dire qu'on cherche la liberté. Aller en l'air, c'est chercher la liberté, mais en même temps, c'est prendre la responsabilité, puisque quand on saute, on prend le risque de tomber. Et donc, la notion de contre-temps est essentielle pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Moi, je l'utilise pour
par exemple, montrer comment le système des tontines, en ce qui concerne la monnaie, est à contre-temps de la logique financière. Puisque le temps de la logique financière, le temps c'est de l'argent, et dans les tontines, le temps c'est d'être ensemble. Cela veut dire qu'on privilégie le capital culturel et social ici par rapport au capital économique. Donc voilà les grands traits du livre et les grands aspects, et j'aurais pu faire d'autres développements, notamment sur ce qui concerne la violence, la musique en général, et au-delà du fait que les musiques et les luttes dont on parle ici comme simplement de l'ordre du divertissement, c'est de l'ordre de l'existence, et aussi ça permet de montrer comment les populations essaient de survivre pendant qu'il y a des crises. Il y a une sorte d'économie de la compassion, mais cette économie de la compassion ou bien de la consolation, puisque la musique c'est ça, et en réalité ce qui se passe, si vous voyez ici on parle, il faut que danser ou jouer à la musique, mais c'est parce qu'on est en crise, et c'est une façon de se consoler. Et donc voilà en gros ce que je voulais dire, en attendant les questions s'il y en a. Merci Lamine pour cet exposé clair. Moi j'ai juste une question à te poser Lamine, si tu permets. Avant de prendre vos questions bien sûr. Hein? Moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu, parce que ça m'a beaucoup intriguée. Tu parles à la page 78, pour sortir de la violence. Comment sortir de la violence? La violence est partout dans nos sociétés. Aujourd'hui, la violence, je veux dire que ce soit au niveau macro ou au niveau micro ou dans les cellules familiales, la violence, elle est partout. Violence envers le petit, violence envers les femmes, violence envers ceux dont on dit qu'ils ne comptent pas. Et pour en sortir, Lamine nous invite à nous défaire de 3 dogmes, dit-il, à page 78. Tu dis, il va falloir se défaire de 3 dogmes dominants qui sont constitutifs de la politique américaine. Alors, il énumère 3 formes de nihilisme, notamment, hein, dont il faut se défaire pour sortir du cycle de la violence. Alors moi, cela m'intéresse, à mon niveau de femme, à mon niveau d'humaine, tout simplement, personne faisant partie de l'humanité. Voilà. Les 3 dogmes, j'en ai parlé très rapidement. Les 3 dogmes, le dogme de l'économie de marché, de l'intégration de l'économie de marché, du militarisme agressif et de l'autoritarisme. C'est-à-dire, on voit dans l'économie de marché comment des pans entiers de la société sont exclus, marginalisés aux États-Unis. C'est terrible et je pense que c'est une des façons de comprendre pourquoi Trump. L'autoritarisme, on peut voir l'industrie carcérale aux États-Unis. Et au passage, je souligne qu'avec 10% de la population, les Noirs américains représentent 40% à peu près de la population carcérale. Il y a quelque chose de grave qui se passe ici. Et en même temps, je pense que ce qu'il voulait souligner, c'est les 3 types de nihilisme. Nihilisme, il faut l'entendre ici chez Cornel West, la négation de l'autre, pas le nihilisme tel qu'il a été développé en Russie au 19e siècle, où c'est presque les pauvres, enfin les dominés qui cherchaient à changer le système. Mais ici, comme la négation de l'autre, il dit qu'il y a un nihilisme religieux, notamment le nihilisme évangélique, c'est qu'on peut retrouver dans le nihilisme islamique, par exemple des djihadistes aujourd'hui. Il y a un nihilisme, ce nihilisme-là religieux considère que tous ceux qui ne pensent pas de la même façon que moi dans la religion n'est pas un être humain à part entière. Okay? Et il y a le nihilisme sentimental où c'est presque, il faut avoir pitié de ces Africains qui ont faim, ces pauvres, voilà, on va les aider à s'en sortir. Et c'est aussi grave. Et le nihilisme paternaliste qui consiste à dire, par exemple, ces pauvres Africains, ils ne savent pas se prendre en charge, on va leur donner tout ce qu'il faut. Et je pense que nous autres, Sénégalais et Africains en général, nous subissons ce type de nihilisme, et ce qui est extrêmement grave. En tout cas, dans la génération que je suis en train de suivre, pas la nôtre, c'est pas être prétentieux, mais il nous semble que nous, on était bien armés avec le système d'enseignement sénégalais, puisqu'on n'a pas développé de complexe. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça se passe autrement aujourd'hui au Sénégal. Je pourrais ajouter quelque chose. Oui. Oui. Non, je pourrais ajouter quelque chose qui est particulier quand même à la société américaine. Ça n'explique pas la violence, mais en tout cas, ça en est au moins une illustration. Toutes les sociétés sont violentes, évidemment.
Mais je ne sais pas si aux États-Unis, vous pouvez trouver une association plus forte que celle qui défend les armes à feu. National Rifle Association. Pendant 8 ans, Barack Obama a tout fait pour couper ça. Il n'y peut absolument rien. Et je suis sûr et certain que Donald Trump, les forces derrière Donald Trump, il y avait la National Rifle Association. Que les gens disent, c'est notre droit de pouvoir nous défendre et il faut que chacun d'entre nous ait une arme à feu. Mais chacun d'entre nous ait une arme à feu, ça fait qu'un lycéen détraque quelque part, vole le pistolet de son papa et aille dans son lycée pour abattre. On voit ça tous les jours. Et je me dis que ça n'existe qu'aux États-Unis. Mais aussi chaque nation est tributaire de son histoire. Après tout, les États-Unis, c'était un vaste territoire qui a été conquis par les Européens qui sont venus, qui ont créé autour de Boston et tout ça, ce qu'on appelle le territoire, le monde fédéralisé, là où ils étaient. Mais tout le reste, ils appellent ça wilderness. C'est-à-dire un territoire à l'état sauvage. Pour y aller, il faut pouvoir se défendre. La seule manière de se défendre, c'est d'avoir un pistolet comme l'exemple du cowboy. Et ce qui explique aussi que les Indiens ont été complètement exterminés parce qu'ils faisaient partie du territoire qui s'appelle la wilderness. Mais enfin, voilà une nation chez qui le pistolet fait partie du patrimoine national. Et c'est quand même, enfin, c'est pas paradoxal, l'histoire justifie ça, mais vous voyez aussi comment la violence peut être partie intégrante, si vous voulez, des données ordinaires de la vie humaine. Hein. C'est ce que je voulais ajouter. Peut-être un petit mot, si vous permettez, sur quand même le jazz et le blues. C'est des musiques que l'on aime, mais il y a un deuxième mot, il y a un deuxième nom pour ces deux. Ça peut s'appeler The Lament of a Nation. C'est-à-dire les sanglots ou les larmes de la nation. Hein? Parce que le blues, c'est toujours ça. On toujours chante le regret. Vous vous rappelez, c'est bon, un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote. Mais tous les morceaux de blues, même si on danse avec, c'est par définition triste. C'est toujours la séparation, c'est toujours la perte. Dans l'amour, when my baby left me, right? He gave me a mule to ride. Bon, votre copain vous lâche, et puis qu'est-ce qu'il vous laisse? Un petit âne, un canasson, une mule. Hein, bon, la mule n'a pas de valeur. Enfin, voilà, bon, ce que je voulais dire. Tu as bien fait de rappeler tous ces points-là, parce que en réalité, j'en parle un peu quand tu dis que de Duke Ellington en passant par Ella et tout ce qui touche, en tout cas, Armstrong, toutes ces personnes-là connaissent bien que le monde est rempli de pleurs et aussi les pleins de larmes, et que malgré tout, il faudrait qu'on puisse vivre ensemble. Et c'est ça aussi la possibilité du jazz et du blues, puisque le blues c'est la mélancolie, mais en même temps cette mélancolie il faut la dépasser sur le plan individuel, et sur le plan social il faudrait aussi dépasser les conflits pour pouvoir vivre ensemble. En gros, il ne faut pas être noyé par ses larmes. Qu'elle coule pour le 6 mois, quoi. Voilà. Alors, je laisse la parole au public. Ceux qui veulent intervenir, bien entendu, pour enrichir le débat, nous éclairer également. Ouais, peut-être que ton frère doit intervenir un peu. Quelqu'un peut venir chercher. Je ne sais pas, il y a un point. Ouais, je vais lui donner un peu. Donc on va lui donner le micro par là. Il est là. Est-ce que quelqu'un peut venir? Merci beaucoup. Je voulais à nouveau saisir cette occasion pour féliciter Celle, le directeur du WAC, pour l'accueil qu'il réserve périodiquement à tous ceux qui veulent venir contribuer à la connaissance non seulement de la culture, on développe des liens très bénéfiques avec le continent américain, qui peut être un modèle de notre continent à beaucoup d'égards.
Je voudrais également saluer mon neveu, Lamine Sagna, pour sa générosité, son dynamisme. On a rappelé tout à l'heure les initiatives qu'il a prises pour revenir, pour que ceux qui sont dans la diaspora reviennent périodiquement dans notre pays et dans notre continent, nous faire bénéficier non seulement des richesses qu'ils produisent dans les pays où ils vivent, mais également nous faire bénéficier des connaissances, de l'ouverture au monde. Je voudrais aussi saluer en lui le grand intellectuel qu'il est. Il est un sociologue de grande envergure qui n'a rien à envier aux grands penseurs sociologues modernes. C'est lui qui m'a offert l'occasion, en 2006, de venir répondre à une invitation de Princeton. Invitation qui a rassemblé des dizaines, des centaines même, d'intellectuels noirs, américains, africains, et de blancs, américains, sur un débat dont le thème était de l'ambiguïté de la modernité. Des exposés ont été faits qui établissaient que la modernité est ambiguë. C'est pas seulement deux voix, mais c'est plusieurs voix venues de partout qui se réunissent pour faire le monde moderne que nous sommes aujourd'hui. Des exposés très passionnants ont été faits au cours de ce colloque. J'ai encore en mémoire ce qu'a dit un professeur qui est un professeur à Baltimore, un juif blanc, qui a dit que Samba Diallo est notre ancêtre commun. Il est l'ancêtre commun du monde contemporain, du monde totalisé. Toutes les races, toutes les ethnies, toutes les cultures qui convergent pour constituer aujourd'hui ce que Mathieu a appelé le village planétaire, sont venus à ce village planétaire avec leur culture endogène, mais ils sont sortis de cette culture endogène pour rencontrer d'autres cultures endogènes et former ce monde aujourd'hui. Et ce colloque m'avait beaucoup impressionné et j'ai vu en quelle affection, en quel respect ses collègues, professeurs, tenaient Lamine. Ça a été une de mes découvertes et ma joie lorsque je l'ai vu dans ce milieu. C'est à cette occasion qu'il m'a fait rencontrer Cornel West, également Anthony Appiah, avec qui nous avons noué des relations d'amitié et d'estime qui marquent encore nos vies. Et ce qui m'a retenu mon attention chez Cornel West, c'est la réflexion qui est faite à partir du blues, du jazz, de la musique noire américaine. C'est cette musique noire américaine qui a été
ce qui a fait découvrir la culture africaine au monde blanc. Parce que, avant que les Noirs partis d'Afrique ne soient allés aux États-Unis et n'y aient développé cette sensibilité musicale, on peut dire que les hommes blancs n'avaient pas connaissance de la sensibilité musicale africaine. D'autant que cette musique africaine n'était pas écrite, était orale, elle n'était pas marquée sur des portées musicales que les Européens pouvaient lire et comprendre. Il a fallu que les Noirs, déportés aux États-Unis, chantent, pleurent, expriment leur peine, leur joie, pour que l'homme blanc commence à comprendre cet homme noir, à le respecter, au point que cette musique noire américaine, elle est devenue un classique de la musique universelle, un peu comme la grande musique classique européenne. Et la réflexion de Cornel West sur cette musique noire américaine démontre qu'à partir de cela, on peut avoir on peut déceler une pensée philosophique africaine qui montre que à la violence, qui était un mode d'expression quasi unique des Blancs, on peut substituer la souffrance, la sympathie, et à partir de là, avoir toute une nouvelle réflexion sur le monde, sur la coexistence des êtres humains entre eux. Et c'est ce parti pris de Cornel West de réfléchir à partir de cette musique noire américaine, révélatrice de l'homme noir tout court. C'est à partir de cela que je suis fasciné par cette réflexion de Cornel West et que j'espère qu'elle continuera de se développer, et en particulier lorsqu'il oppose les religions constantiniennes et les religions prophétiques. Je crois que c'est une direction de réflexion qui est intéressante et qui peut éclairer un peu, donner un peu des pistes de réflexion dans ce monde aujourd'hui où la violence d'origine religieuse africaine affronte l'humanité. Voilà la ministre que je voulais dire brièvement, et te remercie encore une fois et t'encourager de poursuivre dans cette recherche très fréquente que tu as entreprise. Merci beaucoup. Alors, je vais abuser cette fois-ci parce que je suis chez moi. Mais permettez-moi de rendre un hommage littéraire à ce sont des courges. Dites aux dialogueurs qu'ils sont des courges. Mais dans le sens humain, on est tous des courges. Parce que le hal là que l'on mange tous les jours, il a deux états. Pendant qu'il est comme il est, on le mange, il est gonflé d'eau. Mais ça, c'est le premier état. Le second état, et qui est un état naturel, c'est que le hal, ou tout ce qui est autour du hal, lequel, couche, tout ce que vous voulez, ça va s'assécher. Il faut que ça soit sec. C'est inévitable. Et à partir de ce moment, ça devient un instrument à musique chez les Peuls, c'est tchiko, ou ça devient la calebasse dans laquelle vous mettez votre couscous. Mais l'homme, il a besoin de lourdeur, de poids, en même temps qu'il a besoin de légèreté. Parce que l'esprit, c'est la légèreté, c'est ça la partie de nous qui aspire vers le haut. Pendant que notre esprit, tout le temps, entend comme aspire vers le haut, mais notre corps nous appelle vers le bas.
Si le corps n'est plus capable de nous attirer vers le bas, on est rachitique, on est malade et on meurt. Donc on est tous des couches. Ça c'est extraordinaire et j'ai toujours plaisir à enseigner ça à mes étudiants à étrangers, si vous voulez, chaque année qui passe. Mais Dieu, mais Samba Diallo meurt, mais Samba Diallo va dans une situation et un état paradoxal. Il y a une définition extraordinaire dans ces toutes dernières pages, mais ce que je retiens, c'est la définition paradoxe, si vous voulez, de l'instant dans lequel Samba Diallo va devoir entrer, du temps dans lequel Samba Diallo va devoir entrer. Ce temps-là, c'est l'instant qui dure. C'est impossible chez nous les humains. L'instant ne peut pas durer parce que l'instant est passé, à peine l'avez-vous prononcé. L'instant, à peine avez-vous fini de le prononcer, devient passé. Comment l'instant peut-il durer dans le seul royaume de Dieu? Parce que Dieu, il est le passé, il est le futur et il est le présent en même temps. C'est pour ça qu'il est omniscient, omnipotent et omni tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de passé que l'on oublie chez Dieu, mais il n'y a pas de futur aussi sur lequel on spécule. Il y a un temps présent permanent, donc le temps de Dieu ne saurait être notre temps évanescent, il dure en permanence. Et je voudrais véritablement pousser deux définitions extraordinaires. Et il y a d'autres pépites dans ce livre du doyen Cheikh Habib Khan. Je voudrais pousser une définition extraordinaire de l'humain et de la divinité, qu'on puisse quand même l'applaudir véritablement. J'espère que ce que tu viens de dire a été enregistré parce que c'est très puissant. Ça donne des pistes de recherche très intéressantes. Merci, tonton cher. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, je trouve que c'est un miracle. Et quand le miracle Poulard rencontre l'autre miracle Sérère, ça donne des étincelles. Voilà. Pour moi, le mot est inséparable de l'évolution du monde. On ne doit pas penser les religions comme des mouvements monolithiques et inamovibles. Comme toutes les religions, il y a des courants idéologiques qui traversent l'islam. De même, les mutations profondes quand la modernité exige une adaptation permanente des religions. Certaines s'adaptent aisément au changement et d'autres essaient d'y résister. En réalité, aucune religion ne peut survivre sans aucun emploi à la science, à la politique et à la culture moderne. Ensuite, il montre que par exemple, chaque religion est obligée d'accepter la loi de gravité de Newton et souvent obligée d'utiliser des instruments de musique contemporains dans ses rituels. Ça, c'est des exemples. Et il montre aussi que si certains groupes se méfient de la modernité, c'est parce qu'ils considèrent que les puissances impérialistes se servent des technologies et de la science pour promouvoir leur culture individualiste et matérialiste, voire hédoniste. C'est ça en fait, c'est ce que vous soulignez. C'est comment les groupes, les puissances, en tout cas ceux qui ont le pouvoir, essaient de se servir de la modernité comme moyen donc d'asservir les autres et de les exclure. Et je pense que c'est cette méfiance-là. Mais la modernité en tant que telle, il y a un vrai débat là-dessus. La position que j'ai, c'est que précisément la modernité, moi je considère qu'elle est occidentale, je ne la pense pas africaine, c'est-à-dire fondamentalement les critères que pose la modernité, les critères d'universalisme, d'autocritique, de critique, mais aussi la séparation de l'objet et du sujet, la dichotomie. Pour moi, c'est des aspects de la modernité et c'est précisément ce que Senghor essayait de souligner quand il disait que la raison européenne, occidentale est analytique par utilisation, plutôt par utilitarisme en poétale, et la raison nègre est intuitive par participation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le sujet et l'objet. Et moi, j'y travaille en montrant sur le plan de la monnaie, par exemple, pourquoi les Africains disent je mange mon argent l'ex-khalis, alors qu'on parle de dépenses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dichotomie entre l'argent et moi. C'est-à-dire que ça implique des conséquences sur le plan de la comptabilité. Par exemple, comment penser dans ce domaine la comptabilité en partie double, lorsque l'objet est séparé du sujet. Et aussi comment dans ce cadre-là penser le rapport au temps. C'est pour cela que le contretemps est très essentiel pour moi.
Je dis souvent que ma mère qui n'a pas été à l'école et n'a pas la notion de 2019 ou 2020, comment voulez-vous qu'il réfléchisse sur la question de l'annuité, de l'amortissement, des principes comptables comme ça. Et donc je pense que la question c'est de voir comment il est possible par rapport à cette culture-là, par rapport au rapport dans le cas précis de l'argent, le rapport que nous avons dans notre social, comment on peut penser des institutions, des choses pour faire valoir ça. Par exemple, la question de l'épargne. Quand on épargne, on soustrait de la dépense. Et se soustraire quelque chose de la dépense, c'est se soustraire des groupes dans l'Afrique. Et donc, on ne peut pas épargner pratiquement, sauf des moments de grand passage rituel, la mort, la naissance, où toute la société converge vers l'individu. Et donc, ces questions-là m'intéressent beaucoup par rapport aux questions monétaires. Cornel West, il m'a impressionné sur plusieurs aspects, mais l'un des trucs qui m'a le plus impressionné, c'est son humanisme. J'ai l'habitude de dire que là où je marche dans Princeton avec tout seul, je fais 3 minutes, avec lui je fais 20 minutes. Il connaît tous les balayeurs de Princeton, leur nom et le nom de leurs enfants. Je ne sais pas où il a pris cette mémoire-là. Il s'arrête, hey John, comment on va dire, etc. Je ne comprends pas comment il fait. Et la chose qui m'a le plus impressionné, c'est quand je suis venu à son bureau, la première fois, il me montre les livres, il me dit, bon, il me montre Senghor, ça tu connais, Cheikh Anta Diop tu connais, Cheikh Hamidou Kane tu connais, il avait tous ces bouquins. Il me montre Birago Diop, est-ce que tu connais? Je dis, ça, tous les Sénégalais disent ça. Il me dit, il y a quelque chose que tu ne connais pas par contre. Il me sort Cabral. Je dis, je connais malheureusement, mais je fais partie des rares qui le connaissent, puisque moi j'ai grandi pendant l'ouverture démocratique du Sénégal avec les anciens Mao qui sont assez présents là, ici, mes grands anciens trotskistes là qui sont là. Donc, on s'intéressait à toute cette littérature, donc je connaissais disons que ce qu'il me dit qu'il a appris du livre, et ça m'a fait très plaisir, il m'avait dit qu'il ne pensait pas que sa pensée arrivait là, sur les prolongements que j'ai fait sur beaucoup de points. Voilà. Je crois que la modestie n'empêche d'aller plus loin, comme vous l'avez dit, parce que je suis sûre qu'il a beaucoup appris avec la vie. Est-ce que grâce à Asmalik aux États-Unis. Et il a été d'une grande disponibilité, d'une grande générosité, d'une grande ouverture. Et je rappelle qu'il a aussi été directeur littéraire des éditions Félix, et que c'est eux qui ont édité la deuxième version de Comment philosopher en islam, avant celle de Gibson. J'ai lu le livre et j'ai été impressionné par sa démarche. Donc voici un intellectuel, donc Lamine est un vrai intellectuel, qui choisit non pas dans un premier temps d'exprimer ses propres idées, mais d'aller se faire le passeur du travail d'un autre intellectuel. C'est déjà une démarche d'une grande humilité, c'est une démarche d'une grande générosité. Donc d'estimer que le travail de Cornel West méritait qu'on s'y penche et qu'on le transmette. Et il articule toute une réflexion sur son travail. Donc ça, je trouve que c'est une invite, c'est une très belle invite. Il n'y a pas que ses propres idées ou que ses propres pensées, on peut faire au service de quelqu'un d'autre qui a exploré un certain nombre de questions et de voir et se dire, je vais essayer de restituer et de transmettre au plus grand nombre. Mais ne vous y trompez pas, dans le texte, Lamine aussi pense avec Cornel West. Il ne fait pas que restituer. Il prolonge, il bifurque, il travaille en ellipse, il travaille en abîme, et c'est aussi une forme de discrétion. Il y a une pensée indirecte de Lamine qu'on peut lire à travers la manière dont il analyse les choix des thématiques, les perspectives qu'il met en lumière, et donc en fait il y a deux pensées dans le texte. Il y a celle de Cornel vue à travers le prisme de Lamine, mais derrière, en sous-impression, il y a aussi ce que Lamine pense dans un certain nombre de problématiques. Le livre est très bien écrit, très bien édité, et surtout, ce que je retiens, c'est la grande abnégation et la patience et l'humilité qu'il a mise et tout le temps qu'il a pris pour faire ce travail important. Donc je voudrais l'en remercier et les féliciter pour ça. Je n'ai pas de questions particulières. Merci. Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Vous savez, nous, on a un gros problème. Ce n'est pas un problème, c'est une vertu dans l'armée. L'ordre ne se discute pas. L'ordre, on exécute. Elle m'a demandé de parler et j'exécute la mission. On dit que le militaire ne doit penser qu'à deux choses. La mission qu'il a reçue et Dieu. La troisième dont on ne parle pas, c'est son épouse. Mais je suis très heureux d'abord d'être à côté
de mon tonton aussi. Mon fils me disait, on a rencontré tonton chez Amadou Kane, je dis lequel? Il me dit, Samba Diallo. Non, c'est pas ton tonton. Entre Samba Diallo et moi, il y a Kacha. Ensuite, il y a Machara. Moi, j'ai l'âge de Machara. Il ne peut pas être ton tonton, c'est ton grand-père. Je lui raconté ça tout à l'heure. Merci, Lamine. Merci, Sen. Je l'ai connu il n'y a pas très longtemps, hein, mais depuis lors, c'est comme si on se connaissait depuis une vingtaine d'années. Moi aussi, je suis revenu, comeback, hein. Comeback. J'ai même gagné le comeback, n'est-ce pas? Comme tonton. Et de fil en aiguille, on appartient à un groupe, je ne dirais pas puissant, mais en tout cas qui se défend, groupe Initiative Afrique, qui se réunit tous les ans à Yamoussoukro. En février, on va se rencontrer là-bas. Et j'ai découvert Lamine, c'est un grand intellectuel, très poli, très courtois, très gentil et vraiment très respectueux. Ça, c'est des vertus africaines. Je le félicite pour cet ouvrage, parce que rédiger un livre, c'est pas facile. Quand on finit, on est content, mais avant, parfois on dit, on laisse tout tomber. Parfois on dit, ah non, c'est trop, ça me prend trop de temps. Donc chaque fois que quelqu'un écrit, même si tu ne lis pas le livre, il faut le féliciter d'abord du courage qu'il a eu et la patience qu'il a eu pour faire ça. En revenant un peu aux États-Unis, je pense que quand on prend la singularité, ensuite on le globalise chez quelques Américains noirs, on voit qu'ils sont dominés, ils ont été dominés. Mais actuellement, pour certains parmi eux, leur vie est concentrée sur la domination, la recherche de domination. Pas antagonisme, ce n'est pas haineux, mais chercher à être mieux que celui-là. Et moi, je l'ai observé dans un certain nombre de cas. En 1969, je faisais l'école d'état-major comme ingénieur à Staff College de Kansas, dans le Fort Leavenworth. On avait un professeur noir et qui était un grand professeur. Il était à NBC, nucléaire, biologique et chimie. Très secret. C'est ce cours qu'il nous donnait. C'était mon sponsor, donc j'allais souvent chez lui. Le dimanche, je vais chez lui, il me dit, ah, je sors, on y va ensemble. Il conduit, il va à l'école. Et puis dans la salle de classe, il ouvre, je m'assois. 1 heure de cours, son heure de cours. Il a répété son heure de cours, il l'a fait minute par minute. Le joke qu'il doit faire au début, le timing du joke, le cours, le joke qu'il doit faire à la fin, ça fait 1 heure pile. 1 heure pile. Et je lui dis, mais tu fais ça chaque fois? Il me dit, chaque fois que j'ai cours, je fais ça. Il me dit, nous devons être à leur hauteur. C'est pas méchant, mais il faut qu'ils prouvent, eux, qu'ils sont quelque chose. Dans le cadre de la musique, j'ai vu un autre ami qui écoute le blues et puis qui chantonne et qui pleure. Il me dit, tu sais, je pleure, mais je ne suis pas triste, les larmes là. Je ne suis pas triste. Tu crois que mes ancêtres étaient des esclaves, etc. Je pense à ça, je suis dominé, etc. Meurtri, je pleure. Non. Je pleure parce que je peux pleurer, que ce ne soit pas des larmes de douleur. Il ne peut pas le faire. Tu vois. Troisième cas, Max Roach, grand batteur. Il est venu à Dakar à l'époque où Alioune Sène était ministre de la Culture et je l'ai rencontré à Dakar. Je l'ai vu à New York aussi et je l'ai vu à Paris. À Paris, c'était un grand batteur. À Paris, il y avait un blanc qui s'appelait Daniel Humer. Je crois qu'il vit encore. C'est un blanc, c'est un des meilleurs. C'est notre génération, hein. Les années 62, 64, Charles Aznavour, etc. Otis Redding et tout ça. On lui pose des questions, le journaliste lui pose des questions, il lui demande, est-ce que vous connaissez Daniel Humer? Il dit, Daniel Humer, il est un batteur. Il dit, oui, un grand batteur français. Oui, je le connais très bien, c'est un grand batteur. Un très grand batteur, oui, il était très bien, très bien. Alors, il fait des louanges sur Daniel Humer.
Après, on dit, ah ben c'est bien ça. Je dis, oui, mais il lui manque quelque chose. On dit quoi? The beat. Qu'est-ce que c'est que le beat? C'est ce que j'ai moi noir et qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais. Donc c'est une sorte d'essayer de dominer pour être à la hauteur. Donc ça c'est une cohabitation, comme disait tout à l'heure tonton, cohabitation. Mais il faut faire être à la hauteur. Et je rentre un peu. Il est né à Sokone, les Sokonois sont très religieux. Il a parlé de Dieu de l'instant. Un petit instant. Attends, moi, j'arrive dans un instant. Quand quelqu'un te dit j'arrive dans un instant, c'est lui qui sait dans combien de temps il arrive. Mais quand il dit je prie, juste la prière du moment, attends-moi un instant, tu peux deviner combien de temps il va mettre. S'il n'est pas un Sokonois qui passe son temps à compter le chapelet. Bon. Mais il rapproche ça à Dieu. Mais quand on pense à Moïse, qui sur le mont Nebo, il gravit la montagne, sur le vaste horizon, il promène, tout ça, c'est bon. Un coup d'œil. Jusque-là, ça peut passer. Mais un bref coup d'œil. Un coup d'œil, c'est comme l'instant. Un coup d'œil, c'est furtif. Comment peut-on promener un long coup d'œil sur un vaste horizon? Voilà deux choses qui s'opposent. C'est pas antinomique, mais qui s'opposent. Tu rapproches ça à Dieu, Moïse, bien que ce soit à Lamartine, mais c'est Al-Lamartine, il était musulman de naissance. Pas de naissance, mais en tout cas, en Espagne, ses arrière-grands-parents étaient musulmans. Donc, tu rapproches ça à Dieu. C'est pourquoi on dit les Sokonois, quand il s'agit de Dieu, il ne faut pas les attaquer là-bas. En tout cas, je remercie tout le monde. C'est très intéressant et il faut remercier aussi la presse de séance qui n'a pas la d'éloge de Jamil, qui mérite tout ça. Et je suis heureux aussi de voir des amis que je connais, d'autres qui me connaissent que je ne connais pas. Donc, comme dit Lamine, espérons que nous nous connaîtrons. J'ai même une petite fille que je connais très bien, j'étais avec sa tante au lycée, etc. etc. Merci beaucoup. De très longue date, on s'est connus au milieu des années 70 au défunt internat du lycée Bongo. C'est de grands souvenirs, n'est-ce pas? Voilà, on a connu Lamine, quelqu'un qui était très bouillonnant sur le plan culturel, mais aussi extrêmement fidèle en amitié et qui avait des qualités de très grand rassembleur, même tout petit, en petite culotte aussi, n'est-ce pas? Et vraiment, nous sommes fiers de toi. Et si vous avez choisi peut-être Cornel West, certainement vous lui ressemblez. Car si Cornel West est fier de son pouce, toi aussi tu as toujours été fier de ton Diombodon et de ton Bougarabou, mais aussi de ta verte Casamance. Félicitations et merci. Alors, je voudrais conclure par les paroles d'un auteur qui m'est cher, qui est tout jeune et qui est l'ami de Lamine aussi, c'est Gaël Faye, qui a obtenu le dernier concours, le dernier prix Goncourt des lycéens, ainsi que le grand prix de la FNAC. Alors c'est Gaël Faye, et il dit sur le bouquin de Lamine Sagna, alors des chaînes de l'esclavage aux chaînes en or, des champs de coton aux champs du béton, du blues au rap, ce livre de Amadou Lamine Sagna démontre que la plus grande invention de l'Amérique reste et restera sa musique populaire. Je finirai également sur les mots de Manu Dibango, qui a lu ce livre et qui en dit « Ce livre imprégné de jazz et saturé de blues est également imbibé de Makossa. » Donc voilà. Non, mais je voulais juste remercier encore vous remercier tous d'être venus. Je voudrais vraiment remercier les tontons d'avoir accepté de venir malgré les sollicitations et puis le repos qui leur est nécessaire. Je remercie beaucoup ma soeur qui est une grande amie, qui corrige tous mes textes. Avant que
elle est tellement, c'est un prof de latin grec, donc à chaque fois il me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire là, Lamine? Moi j'aurais dit ce mot-là. Donc si le livre en partie est écrit comme il est écrit, c'est sûr qu'il est aimé beaucoup. Je suis très reconnaissant. Ils sont vraiment quelqu'un de très généreux qui joue un rôle fondamental, comme le disait Félix, d'un passeur. Et je crois que ce que je disais tout à l'heure, c'est des grands monsieur, c'est ça la grandeur, c'est ça qui nous intéresse chez les êtres humains. Et c'est comment, en tout cas, quelle que soit la position où on est, ne jamais oublier sa communauté, essayer de rendre à sa communauté ce qu'elle a. Et pour cela, j'ai une réflexion pour le Sénégal. Nous avons tous été à l'école publique, que grâce que les gens réfléchissent et mettent des moyens dans l'école publique. J'étais très choqué avant-hier. J'étais très choqué parce qu'on me racontait ça, mais je croyais que c'était des mythes. Avant-hier, j'ai vu un jeune à 1h du matin sous les lampadaires. On me racontait ça, mais je croyais que c'était des mythes. À 1h du matin, tous les soirs, ils sont là, femmes. Et j'étais en train de dire, je croyais qu'il était malade mental. Et je demande c'est qui, on me dit, il est en train d'apprendre le son. Je l'ai appelé. Il est en deuxième année de sciences éco. Il m'a dit, c'est là qu'il a pensé le son sous les lampadaires. Donc le Sénégal a reculé parce qu'à notre promotion, génération, il n'y avait pas ça. Il faut le reconnaître. Il y a une autocritique qu'on doit se faire. Notre génération, qu'est-ce qu'on a fait de ce peuple? On a toutes les institutions qui marchent, les institutions qui ont été faites par eux depuis les années 60. Et c'est triste pour notre génération. Il faudrait qu'on se fasse notre autocritique et qu'on essaie de repenser le Sénégal pour son développement. Voilà en gros ce que je voulais dire. Merci encore.